Hey, salut à toi l'ami. Bienvenue autour du bivouac de la chambre. Je vois que t'es fatigué et que t'as besoin de te reposer au coin du feu. Alors installe-toi et mets-toi à l'aise. Bon, ouvre tes esgourdes et écoute une histoire. Celle d'un homme qui s'est retrouvé loin, très loin de son pays d'origine, la Chine, en arrivant dans notre bon vieux Ouest américain. Épris de liberté et de justice, il en a vécu de sacrées aventures. Et tu peux me croire que pour lui, la vie n'a pas été simple, surtout à cause de mes compatriotes qui ne voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée de ces immigrants chinois sur leur territoire. Bande de crétins qui ont oublié qu'ils sont eux-mêmes issus d'immigrants européens. Il a dû apprendre à vivre parmi nous, essayer de se faire une place, et il a même tenté de se créer une famille, mais la vie en a voulu autrement. D'un simple immigrant chinois, il est devenu une légende. Alors, enlève tes éperons et cale-toi bien. Voici l'histoire de Chen, mais on le connaît mieux sous le nom de Chinaman. Parlons d'abord de celui qui était à l'origine de la série. Né en 1962, le jeune Olivier Taduc s'était d'abord dirigé vers des études de médecine, plutôt pour répondre aux attentes de ses parents, mais il a très vite changé de voie pour se lancer corps et âme dans l'univers graphique qui l'attirait bien davantage. Il débutera sa carrière de dessinateur au milieu des années 80 au sein de revues destinées à la jeunesse, comme par exemple le magazine Triolo. Et c'est là, aux côtés de l'auteur Didier Test, alias Dieter, qu'il crée une mini-série, La forêt de Nouveau, dans laquelle un jeune garçon vit des aventures extraordinaires dans une forêt mystérieuse. Son premier album, La légende du porteur d'eau, sort en 1987, mais c'est un peu spécial, puisqu'il s'agit avant tout d'une œuvre publicitaire réalisée pour le compte du Syndicat des eaux d'Île-de-France. À cette époque, Olivier Taduc réalisait des illustrations pour des romans publiés dans les collections Bibliothèque Rose Ouverte et était en contact avec plusieurs maisons d'édition, dont Bayard, qui avait un département publicité et qui cherchait de jeunes dessinateurs pour participer à la création d'œuvres publicitaires de ce type. Avec le recul, bien que ne regrettant pas ce travail, il ne considère pas vraiment cette BD comme son premier album. Sa véritable première œuvre sortira en 1990. Il s'agit de Sark, où il retrouve Dieter au scénario et qui nous permet de suivre les aventures de Lise de Sark, maîtresse fictive de Louis Mandrin, célèbre contrebandier français du XVIIIe siècle, tentant de poursuivre le projet de son défunt amant en réunissant les camisards et les contrebandiers en une seule bande afin de soulever le pays contre le roi. Malheureusement, en raison d'une divergence entre les deux auteurs, la série s'arrêta au deuxième tome. En 1993, il remplace le dessinateur Emiliano Seminoni pour la création du troisième tome des Voyages de Takuan et il travaillera sur cette série jusqu'au cinquième tome, sorti en 1996. L'action se déroule à la fin du XVe siècle lorsque l'Europe est en train de passer du Moyen-Âge à la Renaissance et on y suit un trio de personnages, et notamment Takuan, un moine bouddhiste, au cours d'un périvoyage débutant en Lombardie et devant les mener à la cour du roi de France afin de lui apporter une demande d'alliance entre l'Italie et la France de la part du doge de Venise. Au cours de ce périple, le trio sera amené à recueillir une petite fille au comportement mystérieux, tout en étant confronté à une horde de fanatiques religieux et sanguinaires. Ce fut ici la première collaboration d'Olivier Taduc avec le scénariste Serge Letendre, avec qui il créera un an plus tard Chinaman, mais on y reviendra dans quelques instants. Comme beaucoup d'artistes du 9e art, Olivier Taduc passe facilement d'un univers à un autre et c'est ainsi qu'on le retrouvera aux côtés de Nicolas Barral sur les 4 albums de Mon Pépé est un fantôme, dont le premier tome a été publié en 2008. On y suit Napoléon Tran, jeune garçon de 10 ans, de mère corse et de père vietnamien en cours de divorce, et qui vient de perdre son grand-père qu'il adorait. Sentant son petit-fils au plus mal, Papy revient sous forme de fantôme et d'ange gardien. Il s'agit ici de la première incursion d'Olivier Taduc dans la BD humoristique, mais pas que, puisque, bien que s'agissant d'une série jeunesse, les thèmes abordés, comme le divorce des parents ou le deuil d'un être cher, sont des sujets graves et apportent donc un réel mélange d'émotions. Dans la foulée, il retrouvera Serge Letendre pour une série, Griffe Blanche, s'inscrivant là encore dans la culture asiatique. On y suit Tao, jeune homme insouciant, ayant réussi à tuer le dragon roi, animal totem de son peuple, et qui était en fait une femelle, dernière de son espèce et protégeant son œuf. Il prend alors conscience que c'est désormais lui qui devra veiller sur ce dernier jusqu'à son éclosion, dont la vie de son peuple dépend. Pour l'aider à surmonter cette lourde mission, il sera accompagné de Griffe Blanche, une femme aux cheveux blancs, experte en arts martiaux. Avec elle, Tao va accomplir un long voyage et tenter de racheter sa faute. Attends, t'impatiente pas, je sais que t'as envie qu'on parle enfin de Chinaman, alors avale une gorgée de whisky et écoute la suite.
La série Chinaman compte 9 albums, publiés entre 1997 et 2007. La Montagne d'Or, Armes égales, Pour Rose, Les Mangeurs de Rouille, Entre deux rives, Frères de sang, Affrontement à Blue Hill, Les Pendus et enfin Tucano. On les trouve en édition solo, mais aussi dans 3 éditions intégrales, comprenant chacune 3 albums. On pensait que la série était arrêtée avec le 9e album, et il aura fallu attendre janvier 2021 pour voir apparaître l'ultime opus, qui permet de conclure en beauté l'histoire d'un personnage fort et attachant, Chen Long-han, alias Chinaman. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière pour comprendre les origines de cette série. L'univers du Far West est une véritable source d'inspiration pour un grand nombre d'auteurs et de dessinateurs, et de très nombreuses séries ont été développées dans cet univers, et de façon souvent très différente. Parmi les séries les plus connues et les plus appréciées des BDvores, et sans parler bien sûr de Chinaman, on peut citer par exemple Lucky Luke, Blueberry, Bouncer, Comanche, Durango, Buddy Longway, Undertaker, Marshall Bass, Wild West, Lonesome, et je pourrais continuer comme ça pendant un bon petit moment. Anciennes ou récentes, toutes ces œuvres démontrent l'engouement des artistes pour cet univers. Alors, comment peut-on se lancer dans un nouveau projet de BD genre et western en faisant preuve d'originalité ? Depuis son enfance, Olivier Taduc a toujours été fan de western et de films asiatiques, dont il suivait d'ailleurs l'actualité de très près. Et puis au début des années 90, il effectue un voyage aux États-Unis. À cette occasion, il a bien évidemment pu découvrir des lieux emblématiques, mais aussi et surtout, il a pu visiter un musée à San Francisco consacré à l'immigration chinoise aux États-Unis. Bien que n'étant pas d'origine chinoise mais vietnamienne, l'histoire de ces migrants asiatiques tentant de se faire une place dans le Far West du 19e siècle a particulièrement retenu son attention. Et il faut bien dire que ces migrants chinois font partie des grands oubliés de l'histoire américaine, bien qu'ayant contribué à la construction du pays, notamment avec le déploiement du chemin de fer sur le territoire américain. Ce voyage aux USA aura donc grandement contribué à la réflexion ayant conduit Olivier Taduc à créer la série Chinaman. À l'époque, les œuvres ciné et BD occidentales mettant sur le devant de la scène des personnages asiatiques dans un tel contexte historique étaient rares pour ne pas dire inexistantes. En général, ils faisaient simplement partie du décor, avec notamment la traditionnelle représentation du blanchisseur asiatique dans le meilleur des cas, et parfois sous les traits d'assassins ou de trafiquants d'opium. La seule exception était la série télé Kung Fu avec David Carradine dans son rôle de Kwai Chang Ken, un moine Shaolin sino-européen propulsé dans le Grand Ouest américain et plus connu sous le surnom donné par son mentor, Petit Scarabée. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Mettre en avant des personnages chinois et mixer la culture asiatique, notamment les arts martiaux, avec les codes du Far West, était donc le parfait moyen pour Olivier Taduc d'embrasser l'univers du western de façon inédite. Une première version avait été élaborée, mais avec l'arrivée de Serge Letendre sur le projet, le duo a revu entièrement l'écriture du scénario, et c'est ainsi qu'est né le premier album, La Montagne d'Or, publié en 1997. Avec ce premier album, on assiste à l'arrivée du personnage de Chen Long-han aux États-Unis, et on y entrevoit l'organisation des triades et les liens qui demeurent avec la Chine malgré la distance. Comme la plupart des immigrants chinois, dès son arrivée sur le sol américain, Chen se voit rebaptisé par les services de l'immigration à San Francisco. Désormais, pour tous, il sera Chinaman. Chen et son frère d'armes Shao sont des hommes de main au service de maître Wu Fai, envoyés aux États-Unis afin de rappeler à certains de ses compatriotes leur devoir envers les doyens de canton et ainsi remettre les triades locales dans le droit chemin. Durant l'accomplissement d'une mission, il découvrira le vrai visage de son maître, sa trahison, et il choisira alors une voie le conduisant à l'exil sur cette terre inconnue. Au fil des 9 albums, nous allons assister d'abord à l'envie irrépressible de Chen de s'éloigner de son statut d'homme de main, voire d'homme à tout faire, de la triade, au risque d'ailleurs de se la mettre à dos et de se retrouver face à face avec son frère d'armes Shao. Puis, au travers de son périple, il rencontrera et côtoiera de nombreux personnages, souvent hostiles, mais parfois amicaux, comme par exemple le joueur invétéré Z, dont il fera la connaissance alors que ce dernier était dans une mauvaise posture, ou encore Horace, ex-bandit du gang de la féroce Wild Katy, l'ayant fui après un braquage ayant mal tourné, et qui est depuis recherché par ses anciens complices. Mais surtout, il trouvera l'amour auprès d'Ada Waters, une jeune femme qu'il aura secourue, dont il tombera amoureux et avec qui il vivra un certain temps. Et vous verrez que cette histoire aura toute son importance dans le 10e opus de la série. Mercenaire, trappeur, convoyeur, Chen aura vécu plusieurs vies, mais étant avant tout épris de justice, il sera souvent amené volontairement ou contraint et forcé à aider les plus faibles en s'attaquant à leurs oppresseurs, ce qui donne d'ailleurs lieu à des séquences d'action dignes de films des productions Shaw Brothers des années 60 et 70. Mais le plus intéressant dans cette série est l'évolution du personnage de Chen.
Confronté au dénigrement de son peuple par un grand nombre de personnes, mais aussi à l'amitié, voire à l'amour, dont il n'a visiblement pas plus l'habitude, Chen apprend progressivement les codes de son nouvel environnement, qu'il s'agisse des dieux ou des personnes qu'il croise. Alors évidemment, sa perception des choses est marquée par son passé et son vécu, mais au lieu de rester monolithique dans sa façon de penser et d'agir, on le voit progressivement s'ouvrir aux autres, même s'il conserve une certaine impression de froideur. C'est un personnage qui parle assez peu et son état d'esprit, qu'il soit seul, entouré ou dans le feu de l'action, est d'ailleurs le plus souvent exposé au travers de phylactères sur fond jaune, même si on a l'impression qu'il se réduise au fil des aventures de Chen, qui tend à s'exprimer davantage et à se dévoiler un petit peu plus. Et d'ailleurs, le 9e album se conclut par une pensée qui témoigne du chemin parcouru par Chen depuis son arrivée sur ce nouveau territoire. À la fin de ce 9e album, les fans espéraient replonger rapidement dans la suite des aventures de Chen. Et malheureusement, plus les années passaient, plus cet espoir s'évanouissait. C'était pourtant bien l'envie des deux auteurs, notamment d'Olivier Taduc, pour qui cette série revêt une importance toute particulière. Mais l'éditeur Dupuis n'avait pas souhaité éditer ce 10e album, en tout cas à l'époque, sans que les auteurs en connaissent d'ailleurs le véritable motif, puisque les chiffres de vente étaient encore tout à fait honorables. Bref, fallait se faire une raison, la série Chinaman s'était conclue avec ce 9e album, et on ne pouvait alors qu'imaginer ce qui allait advenir du personnage. Et puis un jour, Olivier Taduc discute avec Hervé Langlois, qui occupait le poste de responsable marketing au sein de la maison d'édition Les Humanéudes Associés lors de la publication des premiers albums. Hervé Langlois lui fait alors part du plaisir qu'il avait eu à représenter cette série et qu'il aurait aimé qu'elle se poursuive en reprenant la tonalité plus sombre des débuts. Et alors qu'Olivier s'interrogeait sur l'idée qui permettrait de relancer l'histoire autant d'années après la fin de la série, Hervé Langlois suggéra de faire vieillir son personnage afin que les années écoulées soient également visibles sur les traits du héros. L'idée a fait son chemin et progressivement se formèrent dans l'esprit d'Olivier une vision de l'œuvre et surtout de sa tonalité, primordiale pour conclure comme il se doit l'histoire d'un personnage qui aura grandement marqué sa carrière. L'histoire du réveil du tigre se déroule autour de la ville de Bakersfield en Californie, où des enlèvements se multiplient. L'aîné des filles du banquier est retrouvé assassiné, et on assiste à l'arrivée sur la scène de crime des hommes de la société Pinkerton, une agence de détectives privés recrutée par le père de la victime. Parmi ces hommes se trouve une jeune recrue, Matt Monroe, qui trouve là l'occasion de faire ses preuves grâce à cette enquête. Dans un des précédents albums, on avait assisté au départ d'Ada Waters, la compagne de Chen, ne supportant plus l'univers de violence dans lequel le couple était plongé bien malgré lui, et on apprenait surtout qu'elle était enceinte sans pour autant l'avoir dit à Chen. Par la suite, accompagnée de son fils alors âgé de 5 ans, elle fut embauchée chez le docteur Monroe en tant que gouvernante et s'est mariée avec ce dernier quelques temps plus tard. Sur son lit de mort, elle confessera à Matt ses lourds secrets du passé, dont celui d'avoir caché à Chen l'existence de son fils. Évidemment, cela ne pouvait qu'encourager Matt à partir à la recherche de ce mystérieux géniteur, entouré d'une aura de mystère et d'aventure qui ne pouvait qu'attirer le jeune homme. Quant à Chen, on pouvait espérer qu'il ait trouvé enfin le repos de l'âme et se soit éloigné de la violence qu'il a toujours connue. Malheureusement pour lui, ce ne fut pas le cas, et on le retrouve ici en piteux état. Une bonne vingtaine d'années se sont écoulées depuis que nous l'avons laissé et on le découvre alors vieillissant, prisonnier de remords et de cauchemars résultant du traumatisme des batailles de la guerre de sécession et que seul l'opium parvient à soulager quelques instants. Devenu l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, on a l'impression qu'il n'a plus vraiment la volonté de vivre parmi les siens et préfère sombrer peu à peu dans l'oubli et la déchéance. Bref, au début de l'aventure, le tigre n'est plus qu'un vieux chat décrépit. Jusqu'au jour où il va se retrouver mêlé à cette sordide affaire de kidnapping et de meurtre et va rencontrer Matt qui finira par lui avouer être son fils. Bien sûr, ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler la conclusion de l'histoire et surtout comment va évoluer la relation entre Matt et Chen. Ce que je peux juste vous dire, c'est que l'enquête va leur permettre de passer du temps ensemble, d'apprendre à se connaître et peu à peu redonner à Chen l'envie de vivre, de se battre dans tous les sens du terme, nous permettant ainsi d'assister au réveil du tigre. Ce dernier album est à la fois une conclusion et un hommage au personnage de Chinaman, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu les précédents albums pour apprécier l'histoire et surtout la relation entre les personnages. Le ton recherché par Olivier Taduc est bien présent, à savoir celui d'un western crépusculaire, à l'image de ce que l'on a pu connaître au cinéma avec des films du genre comme La Horde sauvage de Sam Peckinpah ou Impitoyable de Clint Eastwood.
Le traitement des personnages est particulièrement intéressant et bien évidemment, en premier lieu, celui de Chen et sa renaissance avec la découverte de ce fils caché. L'idée de débuter l'histoire avec ce personnage qu'on a connu fort et charismatique avec un genou à terre, et le voir renaître sous nos yeux, fonctionne parfaitement. Et je trouve même qu'il en devient encore plus attachant que dans sa jeunesse. Ce qui est également intéressant, tout du moins pour ceux ayant déjà parcouru les précédents albums, c'est de voir l'évolution de l'environnement dans lequel gravite désormais le personnage. Environnement marqué par de nombreux changements civilisationnels et industriels, notamment avec la naissance de l'exploitation pétrolière au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Après la ruée vers l'or, les États-Unis avaient trouvé là un nouveau filon, engendrant espoir pour beaucoup, richesse pour certains, mais aussi magouille pour arriver à ses fins, et d'ailleurs, cet aspect fait partie intégrante de l'intrigue. On assiste à la fin d'une époque, le début d'une nouvelle, et au milieu de tout ça, pas mal de monde, dont notre héros, se posant des questions, notamment sur la place à occuper dans un monde qu'il ne reconnaît plus vraiment. Publié dans la collection Air Libre de l'éditeur Dupuis, cet ouvrage a eu le droit à 4 éditions. Une édition traditionnelle, en couleur, une édition noir et blanc limitée à 1500 exemplaires, personnellement c'est celle que j'ai choisie, un tirage de tête limité à 777 exemplaires, et enfin une édition grand format en noir et blanc limitée à 500 exemplaires. Outre la qualité de l'histoire et les superbes dessins d'Olivier Taduc, on a là de très belles éditions qui accentuent tout l'intérêt qu'il convient de porter à cette œuvre et qui nous permet de dire adieu à un personnage emblématique du monde de la BD dans un final éblouissant d'émotions. Bref, vous l'avez compris, je ne peux que vous encourager à découvrir cette série qui devrait vous faire passer de très bons moments de lecture. Voilà l'ami, j'espère que cette histoire t'a plu et que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas et que t'as envie d'entendre parler d'autres légendes, tu sais où me trouver. Et si jamais t'as des amis, tu peux leur dire de venir, ça me fera plaisir. N'hésite pas à me laisser des messages si je suis près du feu, peut-être que je te répondrai si j'en ai envie. Allez, bye et prends soin de toi.